pense qu'aujourd'hui, la politique telle qu'elle se mène, ça laisse quand même assez de soucis. Assez de soucis parce que moi, je fais partie de ceux qui, très jeunes, se sont engagés pour un combat politique au Sénégal. À l'époque, le parti dans lequel je m'étais engagé, c'était le PDS. Nous étions à l'université quand le PDS naissait. Et il n'y a qu'une seule chose qui nous avait amené à adhérer au PDS. On a dit la restauration de la démocratie au Sénégal. La restauration de la démocratie. Le Sénégal était, du point de vue constitutionnel, une république démocratique et laïque, n'est-ce pas? Mais dans les faits de l'époque, après les crises politiques consécutives, n'est-ce pas, à la mise en place de l'État, entre Senghor et ses différents alliés politiques, on est arrivé à un parti unique de fait. On proclamait État démocratique, mais dans le fait, à l'Assemblée, il n'y avait qu'une seule couleur. Dans les institutions telles que les conseils municipaux également et les assemblées régionales également, il n'y avait qu'une seule voix, c'était la voix de l'UPS de l'époque, ensuite devenue Parti socialiste. Et il y avait à côté des formations politiques, mais des formations politiques qui étaient dans la clandestinité. Ça aussi, il faut le reconnaître. Depuis le PAI, etc., ces partis sont restés dans la clandestinité. Pourquoi? Je ne pouvais pas le savoir en son temps. Alors, en 1974, le PDS arrive à accéder à la reconnaissance légale. Il y avait avec lui 3 autres formations, avec la loi des 4 courants. Et je me rappelle qu'à l'époque, lorsque le PDS avait obtenu son récépissé, pratiquement tous ses détracteurs, notamment la gauche dure, disaient qu'il y a eu un deal entre Senghor, le président Senghor et Maître Wade, qui voulait mettre en place un système qui allait complètement noyauter le Sénégal. Et donc, ils écrivaient dans leur presse que PDS, PS, bonnet blanc, blanc, bonnet. PDS, PS, 6, 9, etc. Et que d'autres même disaient que accepter de faire l'opposition dans la légalité, c'était trahir le peuple. Voilà ce qu'ils écrivaient dans leurs presses respectives. Il suffit d'aller dans les archives nationales, vous verrez tout ce que la presse écrivait à l'époque. Alors, mais nous avons dit que un système, il faut accepter, il faut d'abord l'accepter, mais ensuite travailler à le changer. Et donc accepter la légalité. Et nous avons accepté la légalité. Et dans cette légalité, à l'époque, les élections, c'était quoi? C'était la liste, le suffrage, comment on appelle, la majorité absolue. Et il n'y avait même pas d'isoloir dans certains bureaux de vote. C'était juste facultatif. Hein, et puis le passage à l'isoloir, c'était facultatif. Et les gens votaient. Bon, mais malgré ça, la première expérience démocratique électorale qui s'est passée a permis au PDS à l'époque de gagner 4 communautés rurales dans les régions de Louga et d'Diourbel. 4 communautés rurales. Malgré justement ce qu'était le code électoral. Puis on a dit, bon, il faut parfaire. Les élections législatives de 1978 ont permis au PDS de se retrouver d'un coup avec 18 députés. Ce qui, jusque-là, n'était pratiquement pas imaginable. Et ensuite, vous avez vu ce qui s'est passé jusqu'à ce que le PDS prenne le pouvoir. Donc, c'est un processus et il faut que des gens acceptent de le construire. Aujourd'hui, ceux-là qui taxaient le PDS à l'époque d'avoir trahi le peuple en acceptant la légalité sont ceux-là qui sont les champions, justement, de la chanson que le Sénégal est une démocratie et qu'il faut que les gens acceptent la volonté populaire. Hein? Très bien. Mais je dis, à partir de ce moment, malheureusement, ce qui a déploré, c'est que pourquoi on en est à plus de 200 et quelques partis pour le Sénégal. C'est quand même un problème. On ne peut plus revenir en arrière sur cette loi. Mais alors, est-ce qu'il ne faudrait pas revoir le mode d'élection pour qu'on voit dans quelle mesure on peut justement faire en sorte que les plus représentatifs se retrouvent, n'est-ce pas? Et je crois que c'est ce qui est en train d'être tenté avec les différentes coalitions. C'est vrai qu'avec les coalitions, on n'a jamais réglé entièrement la question, mais c'est mieux que rien. Une chose est sûre,
c'est que nous avons connu 2 alternances au Sénégal qui sont passées sans violence. Ce qui n'était pas évident. Parce que pour nos anciens colonisateurs, les nègres n'étaient pas faits pour la démocratie, etc. Et que ça ne se passerait jamais comme ça. Mais vous avez vu, le président Diouf a été battu par le président Abdoulaye Wade. Il est parti, il n'y a jamais eu de problème. Le président Abdoulaye Wade a été battu par le président Macky Sall. J'espère bien également que le moment venu, quand il y aura un candidat mieux organisé, plus ambitieux, avec un programme auquel adhèrent les populations, arrivera, bon, ben, le président Macky Sall peut-être acceptera, si cela arrivait, qu'il a été battu et qu'il rendrait également, comme on dit, le tablier à son tombeur dans les mêmes conditions que l'a fait son prédécesseur. Je crois que c'est cela l'intérêt du Sénégal. Maintenant, une fois l'élection terminée, que les gens se mettent au travail. Qu'on arrête de faire de la politique tous les jours. Or, malheureusement, ce qui se passe, c'est que la politique au Sénégal prime sur tout, sur toutes les questions. Alors ça, c'est quand même préoccupant. C'est tellement préoccupant qu'on se demande à quel moment ceux qui sont élus ont le temps de s'occuper des questions pour lesquelles ils ont été élus. Ça, c'est la grande difficulté. Et toutes ces questions qu'on agite, la question du mandat, la question donc du Haut Conseil des collectivités locales, la question de la CREI, etc., la question même de la désignation des membres du Conseil constitutionnel, etc. Tout cela, c'est des questions, c'est vrai, on doit en discuter, mais pas comme on le fait actuellement au Sénégal. Il faut qu'on discute sur les questions préoccupantes, ce sont les questions d'emploi, ce sont les questions de construction de l'avenir. Or, le Sénégal, comme je l'ai dit, devra être le cheval à partir duquel on construit l'unité sous-régionale. Mais pour qu'on y arrive, il faudrait que le Sénégal le comprenne bien et que le Sénégal comprenne qu'il lui faut des infrastructures à caractère international. Il faut délocaliser tout. Or, malheureusement, on est en train de construire le Sénégal seulement qu'à partir de Dakar. Dakar est trop excentré par rapport au reste de la sous-région. Alors, moi je rêverais aujourd'hui d'abord de la réintroduction du chemin de fer dans le Sénégal. Parce que ce sont les moyens de communication, n'est-ce pas, qui ont construit, qui ont révolutionné le monde. Si vous vous souvenez de comment l'Europe s'est construite, de comment les États-Unis sont construits, de comment la Russie s'est construite en son temps, c'est à partir des communications. Et ces communications, c'est quoi? C'est le chemin de fer, ce sont les navigations maritimes et fluviales, c'est également les routes, ensuite l'avion. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons au Sénégal? En termes de réseau, on n'a pas encore un réseau routier performant, encore moins réseau ferroviaire. Ça n'existe pas. La seule voie qui existait, qui était le Dakar-Niger, a été complètement démantelée. Alors qu'il n'y a pas meilleur moyen de transport sur le continent que la voie ferrée. Parce qu'une seule locomotive peut vous prendre jusqu'à des cinquantaines, donc 5 à 6 dizaines de wagons, avec ce que cela comporte comme volume par wagon. Mais on n'a pas de chemin de fer. Donc il n'y a que les camions. Et ces camions sur les routes, dans la zone où nous sommes, mais c'est très coûteux d'abord la construction d'une route. Ensuite, le poids d'un camion est forcément limité. Alors au lieu de s'engager dans la construction de chemin de fer, avec les avantages que cela donne, parce que le chemin de fer, c'est des centaines d'emplois, des milliers même d'emplois pour la construction d'abord du chemin de fer. Ensuite, même pour même l'entretien de ce chemin de fer. Et il y a une plus-value certaine. Mais on en parle comme si c'était des questions subsidiaires. Oui, le chemin de fer, on verra. Le chemin de fer, on verra. Mais allez au Maroc. Aujourd'hui, le Maroc a déjà son tramway à Casablanca, à Rabat et dans les autres villes. Nous, au Sénégal, le tramway, ce sera peut-être au 22e siècle. Mais ce ne sera pas en ce siècle. Et ce n'est pas normal. Il faut que nous soyons ambitieux. Ce ne sont pas les capitaux qui manquent pour construire ce type d'infrastructure. C'est une question de vision et d'ambition. N'est-ce pas? Mais tant qu'on ne pense pas, mais on ne pourra jamais mettre en place les bases de développement véritable. Parce que j'ai dit, pour que nous ayons une économie compétitive, il faudrait que nous ayons un marché accessible. Tout ce qu'on aura produit au Sénégal ne peut être utile pour le producteur que si
le producteur peut trouver très facilement acheteur dans la sous-région. Mais si après avoir produit des tomates à Baïla, tu as des problèmes pour aller à Bignona pour les vendre, mais comment tu fais? Tu arrêtes de produire? Oui. Voilà le problème. Donc on n'a pas d'infrastructure et personne ne fait de la question des infrastructures de communication une priorité. Voilà un peu le vrai débat. Et ça, je crois que c'est cela que les acteurs politiques devront avoir comme débat permanent. Au lieu de réunir les gens autour d'un plateau pour dire oui, on a libéré Karim, non, on ne doit pas le libérer, la loi dit que s'il est libéré, il ne va pas être candidat de ceci, de ça, etc. Franchement, ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est de dire, aujourd'hui nous sommes là, la CEDEAO est à construire. Comment on doit faire pour accélérer la construction de la CEDEAO? L'UEMOA est à construire. Comment il faut faire pour construire l'UEMOA? Mais comment il faut faire pour qu'aujourd'hui il y ait une économie intégrée entre les pays lusophones, anglophones et francophones de l'Afrique de l'Ouest? Et comment envisager justement l'intégration de l'Afrique de l'Ouest avec les autres régions de l'Afrique? Parce que demain ce sera l'Afrique. Mais le demain de l'Afrique là ne peut être utile aux Africains que si ce demain est conçu et porté par les Africains. Mais si on laisse les Occidentaux venir nous concevoir cette Afrique de demain, n'est-ce pas? Ce sera un remake de la colonisation, c'est-à-dire qu'ils vont nous mettre dans une voie où ils vont continuer à exploiter nos ressources, à aller fabriquer des produits finis chez eux et à revenir nous les vendre à des prix exorbitants, alors qu'ils ont pris les matières premières pour construire ce matériel, n'est-ce pas, à un prix vil. Ce qu'on a appelé à l'époque des indépendances, la fameuse détérioration des termes de l'échange. C'est encore plus qu'actuel aujourd'hui. C'est encore plus qu'actuel parce que vous voyez le coût d'une automobile en France et le coût de la même automobile vendue au Sénégal. Alors que la matière première qui a servi à construire, en tout cas l'essentiel de cette automobile, est partie d'ici. Donc voilà les vrais débats sur lesquels les acteurs politiques du Sénégal devraient s'accorder. L'intégration, une priorité. Le devenir de l'Afrique, une priorité. Le devenir de la région, une priorité. C'est cela qui permettra de juguler le terrorisme. C'est cela qui permettra de juguler l'insécurité, etc. Mais je crois qu'il faut que les gens sachent que ce qui est conçu en votre absence est conçu contre vous. Donc l'Afrique doit prendre en main son destin. Et c'est l'Afrique qui doit se définir son avenir et définir les voies et moyens pour arriver à son avenir. Il n'y a pas d'avenir de l'Afrique sans son intégration.